Quand vous parlez avec les gens autour de vous, puis vous leur demandez leur avis sur les marchés, beaucoup de gens ont une humeur pessimiste. Plusieurs disent, ben, d'après moi, le pire est arrivé. Puis en fait, si vous parlez à divers professionnels, en particulier les gestionnaires de fonds de couverture, ben, je vais vous dire que le sentiment est vraiment partagé. Actuellement, si on regarde le nombre de gestionnaires de fonds de couverture qui prennent des positions de vente, donc ils font de la vente à couverture. Donc, ce que ça veut dire, c'est vendre une position avant de la détenir pour la racheter plus tard. Et l'idéal, c'est de la racheter quand elle vaut moins cher pour faire un profit sur cet écart-là. Et en fait, le nombre de contrats de vente sur le S&P 500, l'indice principal américain, est à son niveau le plus élevé. En fait, il faut reculer jusqu'en 2011 pour pouvoir retrouver le même phénomène, ce qui démontre vraiment un sentiment négatif. En 2011, certains l'oublient, mais durant cette période-là, les investisseurs avaient mieux compris tout ce qui s'était passé avec la crise financière. On parlait de l'endettement des pays. On avait des pays comme la Grèce, l'Italie, d'autres pays en Europe qui avaient des enjeux de paiement. Puis le thème qu'on entendait parler dans les médias, c'était Double Dip Recession, le risque d'une récession massive. Puis on avait un sentiment vraiment négatif à ce moment-là. Donc, c'est pas juste les professionnels, mais c'est aussi monsieur, madame, tout le monde, parce que quand on parle aux consommateurs, en ce moment, le consommateur est aussi pessimiste. Et vous regardez un graphique du sentiment du consommateur, vous allez voir qu'il est intimement lié avec les bourses. Quand les marchés baissent, les gens se sentent moins riches, puis non seulement ça, on entend des nouvelles négatives. Et là encore, le sentiment du consommateur est un peu mieux à ce qu'il était vers la fin de l'année dernière, mais quand même sur une base historique, on a quelques années depuis 1970 où on a retrouvé un sentiment aussi négatif. Cependant, quand on voit les professionnels comme les fonds de couverture vraiment parier sur une baisse de marché avec la vente à découvert à un maximum, est-ce que c'est un signe que nous aussi, on devrait les écouter parce qu'on veut suivre la direction que les investisseurs de fonds de couverture font? Mais ici, j'ai isolé ces 3 pointes-là qu'on peut voir. Donc, en 2011, on avait eu le moment où les investisseurs avaient été le plus pessimistes, les professionnels. Même chose vers l'automne de 2015 et évidemment durant le début du COVID vers le mois de mars 2020. Bien, 12 mois plus tard, le S&P 500 a été en hausse en 2011 lorsqu'on a atteint une pointe approximativement. Le S&P 500 a fait un bond de 25 13 en 2015, puis de 69 en 2020. Donc, ce que ça indique ici, c'est pas nécessairement, je veux pas faire une stratégie de dire surveiller les pointes de baisse, puis c'est une stratégie d'achat, mais c'est que jusqu'à présent, sur ce bref échantillon-là de plus de 10 ans, bien, c'est pas nécessairement un indicateur sur lequel il faut se fier parce que historiquement, à date, le marché il a fait l'inverse. Il a augmenté au lieu de poursuivre sa chute. Un des arguments qui convainc les gens de dire que le pire est à venir sur les marchés boursiers, c'est de dire logiquement que les compagnies sont encore trop chères, il y a trop d'optimisme auprès des investisseurs. Puis ça, c'est assez ironique parce que quand on regarde les sondages d'investisseurs au détail et institutionnels, le sentiment est négatif. Mais ces mêmes gens-là disent que tout le monde est trop positif, ironiquement. Mais où on se trouve actuellement. Puis c'est vrai, quand on regarde un graphique de boursier, comme on le voit actuellement, puis on voit depuis 2010 la forte progression qu'on a eue, on peut avoir le sentiment que les indices sont relativement élevés. Mais actuellement, si on regarde les entreprises représentées dans le S&P 500, ils se transigent à peu près à un ratio court-bénéfice de 18 fois. Donc, on les achète à 18 fois les profits. Si on revient dans un environnement, exemple, moi j'attire votre attention vers les années 2003 et 2004, où les taux d'intérêt étaient relativement au même niveau qu'elles sont actuellement. Puis ça, c'est vraiment, ça l'influence les multiples auxquels les entreprises vont se négocier. On oscille dans un environnement de 15 fois les profits. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est qu'on est au-dessus des moyennes. Par contre, il faut mettre les choses en perspective, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises, entre autres numériques, qui ont plus en plus de place, se sont toujours transigées à des multiples plus élevés parce que c'est des compagnies très rentables qui ont des taux de croissance des ventes nettement supérieurs à des types d'entreprises plus traditionnelles, par exemple dans le secteur industriel. Ce qui fait que les multiples qu'on a vus il y a plusieurs décennies, je ne pense pas que c'est nécessairement un bon référent par rapport à aujourd'hui. Mais là, quelqu'un va dire, ouais, je vois ici sur le tableau qu'on est au-dessus d'une moyenne sur 25 ans, mais là, il faut faire attention parce que les bénéfices qu'ils sont supposés avoir, est-ce qu'ils vont vraiment avoir lieu? Puis ça, c'est une question que beaucoup les gens se posent. Parce que, une des raisons, on va bientôt faire face probablement à une récession.
Donc ici, si on regarde depuis 1988, les tiges vertes, c'est les résultats qui ont été dévoilés pour des années civiles lorsqu'on était en période de récession. Et ce qu'on peut voir, c'est que oui, effectivement, les bénéfices en général en période de récession sont inférieurs aux bénéfices qu'on observait dans des périodes précédentes, mais dans certains cas, ça n'a pas été aussi dramatique qu'on devait s'attendre. C'est sûr que les analystes actuellement, quand on regarde leurs projections, ils ont un peu, je pourrais utiliser l'expression les lunettes roses, là, ils voient l'avenir d'une manière très positive. C'est très difficile de projeter les bénéfices sur 3 ans, 4 ans. Mais est-ce que ça se peut que les bénéfices soient égaux à ce qu'on a actuellement ou inférieurs, mais moins dramatiques? Bien, le temps va le démontrer. Puis, ce qui amène des gens à dire que les bénéfices devraient être nettement inférieurs pour cette année par rapport aux 2, 3 dernières années, c'est qu'on va avoir une contraction des marges opérationnelles parce que les marges sont relativement élevées. Puis moi, je suis d'accord avec cette observation-là. Par contre, ce qui peut surprendre les gens, si on regarde dans les 20 dernières années, des moyennes de la direction que les bénéfices ont été pour les sociétés, il y a différents catalystes. En fait, il y a 3 choses qui peuvent amener des sociétés à avoir une hausse de bénéfices. Croissance des ventes, expansion des marges opérationnelles ou des rachats d'actions, parce que si on rachète des actions, on en enlève sur le marché, bien, le bénéfice par action va augmenter par défaut. Donc, si une société achetait 10 des actions en circulation puis les annule, bien, si l'entreprise a les mêmes profits l'année prochaine, ça va être bonifié de 10 parce que c'est redistribué parmi 10 moins d'actions en circulation. Au courant de 2022, ce qui a été surprenant, moi, je dirais 2 choses. On a déjà assisté à une certaine contraction des marges opérationnelles, une baisse de 16 quand historiquement, depuis 20 ans, les marges opérationnelles augmentent de 5 par année. Donc, on a déjà vécu cet impact-là, puis on le sait avec l'inflation l'année dernière qui a été fortement élevée, on l'a déjà observé, puis ça pourrait s'observer encore cette année. Mais ça se peut que ça soit égal ou peut-être moins pire. Le temps va nous le dire. Mais l'autre point qui m'a surpris aussi, c'est que le chiffre d'affaires des sociétés a quand même progressé de 10 C'est ça un peu qui a sauvé les meubles. Puis dans le contexte qu'on était l'année dernière, c'est quand même surprenant. Et là, les gens vont dire, ouais, mais là, Simon, on a commencé à faire progresser les taux d'intérêt de manière massive vers l'été 2022. Là, cette année, on va vraiment vivre la médecine des banques centrales. Puis ça aussi, j'y crois. Je crois qu'on va avoir un resserrement des marges opérationnelles. Puis je pense que c'est logique de dire que la croissance la hausse de taux d'intérêt va avoir un impact sur l'économie. Mais pour mettre les choses en perspective, actuellement, si on regarde depuis environ 12 ans, au 4e trimestre, les entreprises, le diamant vert, c'est les marges opérationnelles par rapport à la bande passante historique. Déjà, dans certains secteurs, on commence déjà à avoir une consommation discrétionnaire dans les soins de la santé, dans les services publics, des marges opérationnelles inférieures aux moyennes historiques ou égales. Okay? Puis ceux où on voit une forte performance, par exemple dans le secteur industriel, matériel, des matériaux puis de l'énergie, faut se rappeler que par contre, c'est des secteurs qui ont vraiment quand même le vent d'un voile pour des raisons stratégiques qu'on a parlé dans d'autres chroniques. Mais je ramène mon point, les gens disent ben, ces marges-là devraient reculer. Donc, première observation, on revient de plus en plus dans des moyennes déjà historiques. Par contre, ça pourrait se poursuivre définitivement. Et qu'est-ce qui reste à surveiller? C'est la consommation. Actuellement, la consommation, c'est 68 de l'économie. Et la hausse de taux va définitivement affecter, biaiser des comportements. Donc maintenant, est-ce qu'on va aller dans une récession aiguë ou on va avoir un atterrissage en douceur? C'est le temps qui va nous permettre de le dire. Mais si on regarde les données empiriques du consommateur, où il se situe actuellement? Si on regarde les actifs moyens d'un Américain, là, on focus sur les consommateurs américains. Actuellement, le consommateur américain, un peu moins du tiers, mais à peu près le tiers de son patrimoine, c'est sa résidence. Il y a à peu près 9 à 10 de son patrimoine qui est en liquidité. Parce qu'on se rappelle, dans la période de pandémie, le consommateur a vu vraiment observer ses liquidités gonfler. En ce moment, il pige dedans, mais il y a quand même encore de la disponibilité à la liquidité. Puis finalement, il y a encore à peu près 40 de ces actifs qui sont reliés, par exemple, aux valeurs mobilières. Donc, le consommateur est quand même robuste, surtout quand on regarde la majorité du passif des consommateurs américains, le 2 tiers, c'est
les hypothèques. Et le consommateur américain, de ce côté-là, il est différent du consommateur canadien parce qu'aux États-Unis, ils ont des structures de prêt sur 30 ans à taux fixe. Donc, plusieurs emprunteurs ne vivent pas l'impact des hausses de taux sur les propriétés qu'ils détiennent. Donc, le crédit rotatif, qui va suivre les hausses de taux d'intérêt, est beaucoup plus limité dans l'endettement moyen d'un Américain qu'un Canadien. C'est pour ça, entre autres, que quand on regarde le service de la dette, la capacité de payer les dettes par rapport au salaire, bien, on est dans une période où les emplois sont bons, les salaires sont bons, beaucoup de taux d'intérêt au niveau de la dette sont restés fixes. Et c'est pour ça que par rapport, depuis 1980, puis on se rappelle, à cette époque-là, on avait des hausses de taux d'intérêt très élevées, puis on se rappelle même la période de 2004 où les taux étaient similaires. Bien, le consommateur, il a un coût d'emprunt relativement bas sur des moyennes de 40 ans. Donc, le constat qu'on peut faire actuellement au niveau du consommateur, c'est de se rappeler que la situation, elle va être un défi, évidemment. Les hausses de taux, ça va impacter le consommateur. Dans les faits, on voit que le consommateur a quand même peut-être une position un peu plus robuste qu'on peut l'imaginer, ce qui fait que peut-être le scénario d'atterrissage en douceur peut être considéré. L'autre côté du secteur des entreprises, bien, on voit que les entreprises sont redevenues tranquillement dans une normalité au niveau des multiples puis des marges. On a encore une prime de ce côté-là, mais malgré une contraction qu'on pourrait prévoir de ce côté-là, ça reste quand même gérable. Donc, quand on voit des investisseurs professionnels paniquer puis à des niveaux historiquement, atteindre des niveaux de pessimisme historiquement élevés sur des périodes de 10 ans, 20 ans, 30 ans, bien, il faut se remettre en question, nous, est-ce qu'on embarque justement dans cette inquiétude-là ou si on regarde les faits puis on se dit, oui, on a des défis, mais c'est peut-être moins pire qu'on peut le penser. Le but, c'était vraiment de vous présenter un topo sur la situation actuelle. Je vous remercie beaucoup.